Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce scrutin? Que tout s'est passé comme c'était prévu finalement. On s'attendait à une victoire d'Alassane Ouattara qui avait face à lui des candidats qui n'étaient pas portés par des grands partis politiques. On avait des doutes, on avait des inquiétudes. En tout cas, c'était l'élément qui était surveillé, le taux de participation. Alors 50,1%, c'est correct. Ça veut dire que si on compare, un Ivoirien sur deux s'est déplacé pour aller voter. Et encore, parce que si on compare à 2010, par exemple, où on a atteint un pic de 80%, c'est une baisse significative. Et même si on compare à la dernière présidentielle où on a frôlé les 54%, ça reste une baisse significative. Et j'ajoute à cela, c'est-à-dire donc ils ont un peu boudé le scrutin. Ils ont boudé le scrutin. Et même si on pousse la logique un peu plus loin, vous voyez que le corps électoral en Côte d'Ivoire se situe autour de 14 millions de personnes. Finalement, on a réussi à inscrire 8,7, à peu près 9 millions de personnes. Et sur ces 9 millions de personnes, seuls 50% ont voté. Donc il y a, je vais dire, il y a un désamour, je pense qu'on peut le dire, entre les Ivoiriens et la politique. Donc tous ces éléments-là étaient des éléments qui étaient surveillés en amont, qu'il fallait surveiller, et ça se confirme. Et quelle autre leçon tirer de ce scrutin? On craignait des débordements parce qu'il y avait en face des candidats qui n'ont pas été, dont le dossier n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel, qui ont boudé ce scrutin, dont les partisans ont appelé à des manifestations. Donc Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Mais on se rend compte que dans l'esprit des Ivoiriens, les violences post-électorales précédentes c'est encore très présent. Et il y avait du mécontentement, mais il y avait aussi cette volonté de ne pas revivre les violences du passé. De 2010-2011. Je pense que dans la configuration dans laquelle on est allé aux élections, justement, un des principaux enjeux, c'était le taux de participation, puisque en amont déjà, comme il a été bien rappelé, les deux principaux partis, le PDCI du président Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo n'ont pas pu avoir de candidats. Et un des enjeux, justement, dans ce contexte-là, c'était le taux de participation. Et lorsqu'on décrypte le taux de participation, lorsqu'on l'affine, on remarque qu'il y a des partis où le taux est très élevé et des partis où il est moins élevé. Beaucoup plus élevé au nord. Voilà, le nord, qui est le fief de Ouattara, a connu des scores au-delà de 80%. Il y a même des régions où on a voté au-delà de 90%, alors qu'au sud, le taux est beaucoup plus bas. Je crois qu'à partir de là, on va y revenir sans doute, un des défis du président Ouattara sera de se comporter en président de tous les Ivoiriens, y compris le nord comme le sud. Antoine Gazer, 89,77% pour Alassane Ouattara. Il y avait la fameuse phrase du CID de Corneille, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». C'est vraiment ce qui se passe. En plus, c'était à vaincre sans péril. Il n'y avait aucun péril puisque les deux grands partis les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans gloire parce que c'était un pays totalement verrouillé. 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 3 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc., etc. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser. C'est quand même... Ça s'est fait. Mais là, le score est très important, Antoine Gazer, 89,77%. Oui, mais c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre, malheureusement, de morts dans le Nord, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on a bien vu, toute la journée de samedi, il ne se passait rien. C'était un pays sous cloche. Francis Pétindé, les enseignements de ce scrutin. Il n'y avait pas de suspense. Tout le monde savait qu'Alassane Ouattara allait être réélu, d'autant plus qu'il était face à des seconds couteaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Les deux ténors de la classe politique étaient absents. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est savoir ce que le président Ouattara va faire de sa victoire et ce qu'il va faire il entend faire du quinquennat à venir. Il ne faut pas oublier quand même des choses, c'est que le président Ouattara fait partie du club.
restreint, select des présidents les plus âgés d'Afrique. Il fait partie du top 10 83 ans, je me trompe pas. Parmi les 10 présidents africains les plus âgés. Et maintenant, il est en passe d'intégrer un autre club, un cercle, le cercle des présidents qui ont une longévité à la tête de l'État. 4e mandat. 4e mandat, pourquoi faire? Et ce sont des septennats à chaque fois. Hein. Et je fais remarquer, un quinquennat. Septennat, c'est pour le Cameroun. D'accord, c'est le septennat, c'est pour le Cameroun. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, il y a 5 ans, le même président Ouattara avait un dauphin tout désigné, Amadou Gon Coulibaly. Et malheureusement, le pauvre est décédé avant l'élection, le scrutin. Donc, s'il caressait le rêve, déjà, il y a 5 ans, de se faire remplacer, je me demande pourquoi il l'a fait. Il sollicite un 4e mandat. Il aurait pu. Il a eu quand même, là, quasiment, depuis 2000 et 2010, il a eu le temps de... Et Dieu sait si autour de lui, il y en a un certain nombre qui sont parce proposés. Parce que ce qu'on voit souvent, on croit que c'est chez les adversaires qu'il y a l'appétit de diriger un pays. Mais en fait, non. Absolument. Le proche entourage du président Ouattara, il y a des gens qui piaffent depuis des années. Et qui sont tenus à bout de garde pour pas qu'ils s'approchent trop près. Pour qu'ils s'approchent trop du pouvoir, du fauteuil. Alassane Ouattara, donc réélu pour ce 4e mandat. Un mot justement pour finir sur cet âge, parce qu'on parle toujours de l'âge, on parlait de l'âge de Biden à l'époque, 83 ans dans un pays où la population est quand même très jeune, Stéphane Ballon. Donc, et puis même les autres candidats d'ailleurs, ils avaient au moins plus de 60 ans. Ce hiatus entre cette jeunesse et leurs élites, ça aussi c'est quand même quelque chose qui marque. C'est peut-être finalement un des éléments qui justifie aussi cette participation faible, si je puis dire, parce que quand vous avez une population majoritairement jeune qui ne se reconnaît pas dans la classe dirigeante, c'est difficile de la mobiliser. Et pendant toute la campagne et même l'après-campagne, nos correspondants, nos envoyés spéciaux qui étaient sur le terrain le disaient, quand on parle aux jeunes, et ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller voter pour que nos vies changent, mais au final, le résultat est le même. C'est la même classe dirigeante qui est là et qui est là depuis très longtemps. 70% des Ivoiriens ont moins de 35 ans. 70% ont moins de 35 ans. Exactement. Donc, il peut être difficile de se reconnaître dans un président qui a 83 ans. Et ça fait partie aussi des choses qui ont un peu, pollué, à mon avis, le débat préélectoral, finalement, parce qu'on est resté autour des mêmes personnes. Entre Ouattara, à qui on conteste un quatrième mandat, Laurent Gbagbo, qui était déjà l'adversaire de Ouattara en 2010, et qui lui-même, dans une interview, a dit « Ah, mais je n'étais pas intéressé par la candidature. J'y suis allé finalement parce que Ouattara y allait aussi. » C'est incroyable, c'est comme si... Finalement, il n'a pas plu. C'est comme si l'après-oufouettisme n'avait jamais démarré. C'est ça qui est incroyable. On a toujours eu 3 hommes dans un bateau. À un moment donné, vous aviez vraiment Alassane Ouattara qui était allié avec Laurent Gbagbo contre Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été remplacé par Tidjane Thiam. Maintenant, vous avez Tidjane Thiam avec Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara. C'est vraiment 3 hommes dans un bateau. C'est comme si ce pays n'arrive pas à se réconcilier. Parce que réconciliation, ça veut dire justice. Il n'y a pas la justice. Et donc, c'est un pays qui reste quand même très écartelé. Oui. Je crois que aussi la faible inclusion des jeunes, leur faible association à la gestion du pouvoir explique aussi l'ordre de priorité. On a vu dans le reportage que la croissance n'est pas très bien partagée. On va y revenir d'ailleurs. Parce que si les jeunes ne sont pas associés à la décision, ça veut dire que l'ordre de priorité aussi du pays ne tient pas compte sans doute de leurs préoccupations. Parce que paradoxalement, au moment où l'économie ivoirienne se porte bien, le chômage de jeunes, lui, il reste préoccupant. Les jeunes diplômés, en particulier. Juste un mot sur l'âge. Sur l'âge, on sacralise les vieux en Afrique. C'est des sages, à condition qu'ils soient justement sages. Et une des sagesses, c'est de ne pas solliciter trop de mandats. Voyez ? Donc c'est ça. Parce qu'on peut être jeune et ne pas être au diapason avec la jeunesse. Et je vais vous donner un exemple. Dans certains pays du Sahel, la gouvernance est jeune, mais pourtant, la Côte d'Ivoire, au niveau économique, c'est quand même beaucoup mieux.